Bonjour, je suis Emmanuel Pallier de Syndex avec Olivier Chabrol de Syndex également. Bonjour. Nous vous présentons aujourd'hui notre deuxième webinaire autour du devoir de vigilance, un webinaire qui arrive avec une semaine de retard, on s'en excuse. La semaine dernière, vous étiez quelques-uns ici présents à attendre ce webinaire et en raison d'un problème technique de notre prestataire, on n'a pas pu faire cette présentation qu'on va donc vous faire aujourd'hui. Pour mémoire, nous avons déjà, c'est notre second webinaire, un premier webinaire qui faisait le tour du sujet, qui présentait le devoir de vigilance dans son ensemble, la théorie et le cadre de cette loi sur le devoir de vigilance est disponible en replay sur notre site internet. Vous êtes libre d'y référer, d'y aller quand vous le souhaitez. Dans le cadre alors, voici les points que nous allons aborder aujourd'hui dans le cadre du présent webinaire. On va faire un rappel rapide quand même de la loi, mais si vous souhaitez y entrer plus dans les détails, on vous renvoie donc au premier webinaire sur lequel nous sommes beaucoup attardés sur ces points-là. Nous avons également réalisé une lecture des plans de vigilance qui ont été publiés depuis le début de l'année et nous en avons tiré quelques enseignements, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. À ce propos, d'ailleurs, nous avons rédigé un document de synthèse de 4 pages que vous pouvez trouver sur notre site internet également. Et donc, on vous invite à aller farfouiller sur nos pages pour trouver tous les éléments qu'on a pu produire sur cette loi sur le devoir de vigilance. En point 3 de la présentation d'aujourd'hui, nous développerons les points d'intérêt particuliers dont peuvent se saisir les IRP et le représentant du personnel avec cette loi sur le devoir de vigilance et comment s'impliquer dans l'élaboration, le suivi, etc. des plans de vigilance. Et puis à la fin, plus concrètement, comment on peut s'y prendre lorsqu'on est représentant du personnel, membre des MIRP, pour se saisir de ces nouveaux sujets qui sont autant de nouveaux leviers de dialogue social. Alors on va commencer par le rappel à la loi. Je te laisse la parole, Olivier, pour nous représenter succinctement cette loi sur le devoir de vigilance. Oui, avec plaisir. On a repris 4 diapos en fait, qui sont extraites de ce qu'on a présenté dans le premier webinaire pour permettre à ceux d'entre vous qui en ont besoin de se remettre dans le coup sur les éléments de cadre de cette loi. D'où elle vient cette loi? Elle vient d'un concept, le devoir de vigilance. C'est un concept qui a été reconnu universellement en 2010, en fait, au moment de la publication de la norme ISO 26000. Et donc, c'est un devoir pour les entreprises de se préoccuper des risques que génère leur activité dans leur sphère d'influence. Donc, aussi bien en amont qu'en aval de leur activité. Et on a eu une déclinaison à partir de 2017 au travers de la loi dans le droit français sur le devoir de vigilance dans les filières d'approvisionnement, donc dans les achats, pour couvrir une partie des risques de la RSE. On va revenir dessus. Donc cette loi, elle s'appelle la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises de mise d'ordre, et elle est vraiment innovante dans le droit dur. C'est vraiment une déclinaison directe de ce concept de la phrase. Alors, sa particularité principale, c'est qu'elle elle articule en fait ce devoir de vigilance avec une exigence de transparence à travers du reporting public d'entreprise, avec la publication de ce qu'on appelle un plan de vigilance. Et donc ce plan devant couvrir au moins 3 thématiques principales de la RSE, qui sont les risques liés aux violations des droits humains et des libertés fondamentales, qui couvrent notamment pour les syndicalistes et les représentants du personnel pour lesquels notre cabinet travaille essentiellement, donc notamment la liberté de se syndicaliser, la liberté d'association, c'est-à-dire de faire partie d'une organisation syndicale, ainsi que le droit à la négociation collective. C'est des droits fondamentaux qui sont couverts par les droits humains et les libertés fondamentales, sur lesquels, bien sûr, les salariés vont avoir une attention particulière, un savoir-faire particulier pour évaluer les risques.
La deuxième thématique couverte par cette loi, c'est la santé et la sécurité des personnes. Hein, donc, ça va au-delà de la santé et la sécurité des travailleurs, puisque ça couvre aussi les, les personnes qui sont en lien avec l'activité. Ça peut être les riverains des installations, ça peut être les clients, les utilisateurs des produits, etc. Et puis, tout ce qui concerne le respect de l'environnement, et en particulier la prévention des risques des catastrophes environnementales. Et du coup, ça ressemble à quoi concrètement un plan de vigilance? Alors, on va passer à la diapo suivante. Justement, la façon dont c'est construit obligatoirement, ça doit contenir ce qu'à Syndex on appelle les 5 briques incontournables d'un plan de vigilance. D'ailleurs, c'est autour de ces 5 briques que nous avons construit, Emmanuel et moi, aujourd'hui, ce webinaire, puisqu'on va voir comment il est appliqué par les acteurs, les entreprises, et puis comment ça peut être attrapé par les représentants des personnes. Alors, voyons rapidement ces 5 briques. On reviendra plus en détail dessus tout à l'heure. Donc, la première, essentielle, qui est le fondement même de tout ce dispositif, c'est la cartographie des risques. On a identifié par les risques. Donc, les risques, et pas seulement les risques pour la pérennité de l'entreprise, mais les risques pour toutes les parties prenantes qui sont générés par les activités de l'entreprise. Donc, cette cartographie des risques, on y reviendra, elle doit identifier, analyser et hiérarchiser les risques. Deuxième brique, complètement articulée à la première, c'est les procédures d'évaluation de ces risques dans les activités de l'entreprise, et en particulier au travers de ses filiales, sous-traitants et fournisseurs. On y reviendra aussi. Et pourquoi faire cette évaluation? Eh bien, pour alimenter la troisième brique, cette troisième brique qui doit générer des actions d'atténuation des risques, évidemment, voir si on ne peut pas les atténuer, au moins prévenir les atteintes graves, donc générées par les activités de l'entreprise ou celles de ses sous-traitants. Voilà, donc il y a bien ces 3 premières briques qui sont articulées pour l'action, pour l'atténuation des risques, et c'est complété par 2 dispositifs de fonctionnement, un dispositif sur lequel on va revenir beaucoup, qui est le mécanisme d'alerte et de recueil des signalements, donc qui fait rentrer en fait des informations à un dispositif pour traiter des nouveaux risques ou des problèmes de choses, d'événements qui se sont produits et qui viennent percuter le système de management de l'entreprise. Et cette brique-là, elle est particulièrement intéressante pour la prévention du personnel parce que le législateur a prévu que ce soit établi en concertation avec les organisations syndicales qui sont implantées dans l'entreprise. Et donc, évidemment, c'est une porte d'entrée pour la concertation, voire la négociation des dispositifs. On y reviendra. Enfin, mais là-dessus, sur la 5e brique, le dispositif est encore peu développé. Il devrait se développer dans les années à venir, puisque cette année, en 2018, dans la première année de publication des plans de vigilance, c'est les dispositifs de suivi des mesures et surtout d'évaluation de leur efficacité. Pour l'instant, on a un retour encore maigre sur l'évaluation de cette efficacité, bien sûr, mais c'est prometteur de beaucoup de dialogue social dans les années. Alors, ça concerne qui? Alors, ce dispositif légal, il a été pensé pour les grands groupes. Les grands groupes, typiquement les groupes de plus de 5000 employés. Et l'intérêt, il a un double intérêt, c'est qu'il transgresse les frontières habituelles du droit, puisqu'on sort du droit des sociétés classiques pour s'intéresser à l'ensemble des groupes en réseau, puisque effectivement, le plan de vigilance, il doit traiter les risques qui résultent de l'activité de l'entreprise qui publie le plan, donc qui est une maison mère, soit une entreprise d'ordre importante, mais aussi les risques qui sont générés par les activités de ces filiales, et que ces filiales-là soient des filiales françaises ou des filiales étrangères, donc qui font partie du programme. Donc ça, c'est très important parce que ça prend en compte, mieux que par le passé, la réalité de l'économie des groupes transnationaux. Et alors, en plus, donc, pour prendre en compte l'externe influence au sens de la RSE, cette loi oblige à prendre aussi en compte les risques des sous-traitants de rang 1 et des fournisseurs qui ont une relation commerciale établie avec le groupe principal. Donc, vous voyez, c'est énormément d'entreprises qui sont concernées, soit parce qu'elles doivent publier elles-mêmes, leur groupe doit publier elles-mêmes
plan de vigilance, soit parce que la société est en relation commerciale avec un groupe qui publie un plan de vigilance, et donc les risques dans sa propre activité doivent être pris en compte dans ces plans de vigilance qui sont publiés par eux. Voilà, alors effectivement, la loi, comme l'a dit Olivier, oblige les entreprises concernées à réaliser un plan de vigilance en 2018. Alors l'année 2018 n'est pas terminée, hein, mais quand même, ce qu'on a pu observer, puisque nous, on a lu des plans de vigilance publiés depuis le début de l'année, c'est que d'abord, ce qu'on constate, c'est qu'il y a à peu près une centaine de plans qui ont été publiés. Alors d'autres, il y a encore quelques mois pour continuer à publier, hein, mais en tout cas, à date, à septembre 2018, il y avait une centaine de plans qui avaient été publiés. Autant dire que c'est quand même un nombre relativement faible. Si on le rapporte à la taille et à la puissance de l'économie française, on peut très facilement imaginer qu'on ait un nombre, enfin, on s'attend à ce qu'il y ait un nombre très très supérieur à cette centaine de plans au final soit publié en 2018. Donc il va falloir suivre ça, on verra à la fin de l'année si les entreprises qui n'ont pas encore publié l'ont fait d'ici là. Mais pour l'instant, donc une centaine de plans, premier enseignement, c'est que c'est quand même assez faible. Deuxième enseignement de cette analyse, alors je vous le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, mais il est disponible, c'est notre analyse et la synthèse de notre analyse, elle est disponible sur notre site internet dans le cas de page. Donc vous voyez à votre écran la couverture, téléchargeable, imprimable sur notre site internet. Donc ce qu'on peut dire également d'un point de vue qualitatif sur la construction de ces plans de vigilance, c'est que c'est encore très perfectible. Perfectible pourquoi? Parce que l'objet d'un plan de vigilance, hein, c'est de limiter ou d'atténuer et réparer, le cas échéant, les risques, les dégâts sociétaux et environnementaux issus de l'activité de l'entreprise. Or, ce qu'on constate quand même beaucoup dans ces plans de vigilance qu'on a lus, c'est que les entreprises qui produisent des plans de vigilance sont surtout dans un acte d'externalisation de ces risques, c'est-à-dire qu'elles n'assument pas directement elles-mêmes ces risques, elles préfèrent recourir à des sous-traitants qui vont endosser et cette responsabilité et les risques qui sont afférents à l'activité un peu productrice de risques de l'entreprise. Donc, c'est plutôt mes fournisseurs doivent faire ça plutôt qu'un je m'occupe de le faire, qu'on retrouve dans la publication des plans de vigilance, une centaine de plans de vigilance publiés à ce jour. Olivier Oui, alors un autre enseignement fort et qui nous préoccupe de par notre métier d'accompagnement social, c'est que alors que la loi dit que les plans de vigilance ont vocation à être concertés, l'objet d'une concertation avec les parties prenantes, eh bien en fait certains ont fait des concertations, notamment dans les panels des parties prenantes, mais c'est encore une proportion très faible de ces plans qui annoncent avoir été élaborés en collaboration avec les parties prenantes. Et même pour la partie obligatoire de concertation avec les organisations syndicales et les systèmes d'alerte, eh bien, il y a beaucoup de plans de vigilance aujourd'hui qui indiquent ne pas, enfin, qui ne parlent pas de ça, qui ne parlent pas de la concertation qu'ils auraient dû avoir, et que probablement dans beaucoup de cas n'ont pas eu, avec les organisations syndicales représentatives. Donc ça, c'est un élément qui est préoccupant, qui nous espérons sera amélioré dans les années à venir. Heureusement, c'est pas complètement général. On a quelques cas où des organisations syndicales ont pris la parole, y compris dans des cas où elles n'y étaient pas invitées dans leur direction, de saisir la balle au bon qui leur a été offerte par ce cadre législatif. Et on voit que quand elles se sont impliquées, ça a généré un dialogue, ça a généré des échanges écrits parfois, à l'occasion d'une question posée en assemblée générale. Et ça produit des résultats qui sont intéressants et encourageants. Notre cabinet a notamment été sollicité par plusieurs équipes pour essayer de décrypter le plan et pour aider à ce que ce dialogue soit organisé objectivement au travers des éléments qui sont produits par l'entreprise. Alors, il y a certains éléments qui sont publics et d'autres qu'on ne peut accéder que par l'intérieur de l'entreprise. Donc, le dialogue social est un espace intéressant pour ça et on espère que ça va continuer à se développer. C'est l'objet de ce webinaire, de vous donner des clés pour cela. Alors, pour ce faire, ce qu'on vous propose, c'est de regarder chacune des briques
qui constituent les plans de vigilance. Et puis pour chacune des briques, eh bien, de vous la présenter d'abord un petit peu en détail de ce qui est attendu de cette brique et de voir de quelle façon vous pourriez envisager en tant que représentant du personnel, de vous impliquer dans le contenu de cette brique, c'est-à-dire dans les processus, les procédures qu'elle recouvre. La première brique que nous allons traiter, c'est celle de la cartographie des risques, une brique fondamentale, hein, le socle sur lequel repose tout le plan de vigilance. Donc, je te laisse, Olivier, je te laisse la parole pour te présenter. Oui, alors parlons de la cartographie des risques, c'est effectivement le socle de tous les plans de vigilance. Donc, pour une cartographie des risques, c'est quelque chose d'assez compliqué, d'assez élaboré. On va essayer de vous dire en quelques mots les éléments principaux de construction de ce type d'outil. Et vous verrez que c'est pas parce qu'une cartographie des risques a été publiée à la première année qu'elle n'est pas perfectible. Toutes les cartographies des risques que nous avons lues ont des méritent des perfectionnements, sont encore largement perfectibles, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, et donc il y a du travail là-dessus. Alors, en gros, pour vous donner un exemple, prenons l'exemple d'une société de grande distribution alimentaire, par exemple. Donc, ces sociétés-là, elles vont essayer de lister tous les risques qu'elles peuvent avoir. Prenons le cas, par exemple, sur le risque de sécurité alimentaire. Eh bien, elles peuvent identifier, par exemple, le risque d'échéance des dates de péremption des produits alimentaires qui soient dépassés, hein, qui peut être un problème de santé. Un autre risque, ça pourrait être le fait que certains produits contiennent des produits allergènes, par exemple, hein, des composés allergènes, et donc le risque pourrait être traité en s'assurant qu'ils sont bien étiquetés sur les emballages de ces produits-là, les produits allergènes. Donc ça correspond à la phase d'identification des risques, d'essayer de lister tous ces risques-là. Et en général, les entreprises, jusqu'à présent, elles ont plutôt bien fait, en tout cas, elles ont expliqué leur méthode pour lister les risques. Ce qu'elles font moins bien, moins souvent, c'est la méthode de priorisation. Alors, il y a plusieurs méthodes de priorisation. Par exemple, dans le cas qu'on a vu tout de suite, il peut y avoir, l'entreprise en question peut choisir de prioriser le risque de dépassement de la date de péremption, en considérant que ça génère un risque de santé publique s'il y a des produits comme ça qui restent dans ces rayons. Et donc pourrait déterminer de donner plus de moyens au traitement de ce risque qu'à celui, par exemple, de l'étiquetage des produits allergènes. Alors, on voit clairement que la méthode de priorisation, elle est très politique. Hein, elle est très politique parce que l'entreprise va choisir de donner plus de moyens au traitement de certains risques. Hein. Et clairement, il y a des entreprises qui ont fait ça, la plupart ont fait ça entre elles, avec des consultants de direction, on va dire, et pas par une concertation avec les parties prenantes. Et donc, il y a des risques qui intéressent beaucoup les organisations syndicales et la fin du personnel, qui sont souvent négligés, hein, le respect de la liberté syndicale, les problèmes de négociation collective ou les questions de discrimination, sont parfois évoqués, mais on ne sait pas si ça a été retenu dans les risques prioritaires, parce que la liste des risques prioritaires n'apparaît pas, finalement, dans beaucoup de plans. Et souvent, c'est plutôt des risques produits, des risques pays qui sont annoncés ou des croisements de ces méthodes. Mais on sent bien que ce n'est pas une logique de détermination de la classification du risque par un croisement des attentes des parties prenantes qui a été l'élément déterminant de la priorisation jusqu'à présent. Ça peut changer dans les années à venir. Mais aujourd'hui, ce qui apparaît pour ceux qui présentent leurs risques prioritaires, bien souvent, c'est les plans, c'est les risques qui sont liés à la pérennisation qui ont été priorisés par les entreprises dans leur plan de vigilance. Évidemment, ça rassure les actionnaires, mais ce n'est pas forcément de nature à rassurer toutes les parties prenantes. Là-dessus, c'est sans doute quelque chose qui peut donner lieu à des débats dans le dialogue social. On peut prendre un autre exemple, hein, dans l'industrie, par exemple. Il y a un risque intéressant qui concerne tous
toutes les industries qui utilisent des batteries, les batteries lithium-ion, hein. Par exemple, les fabricants de téléphones mobiles ou les fabricants de véhicules électriques. Eh bien, dans ces entreprises-là, il y a eu un rapport d'Amnesty International l'année dernière, il y a même 2 rapports qui ont alerté sur le fait que pour fabriquer ces batteries lithium-ion, il faut du cobalt, il faut extraire du cobalt, et ça, c'est des filières qui sont à très fort risque sur le travail, les pires formes du travail des enfants en République démocratique du Congo, qui produit la moitié du cobalt mondial. Et donc, c'est un risque qui peut être jugé prioritaire pour des entreprises dont les batteries sont un élément clé de la compétitivité, comme par exemple les téléphones mobiles ou les voitures. Or, bien souvent, les plans de vigilance de ces entreprises-là n'y font pas référence aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose sur lequel il doit y avoir un dialogue avec les parties prenantes qui font remonter le niveau de priorité de ce risque, par exemple, et qui soit mieux explicité. Voilà le type de choses qui peut être fait. Et ça, notamment, ça peut être fait par le dialogue entre parties prenantes dans l'entreprise, donc le dialogue social classique, ou le dialogue avec des parties prenantes qui sont externes à l'entreprise. J'ai parlé des ONG tout à l'heure. On peut aussi parler des représentants du personnel qui sont dans les filières d'approvisionnement, typiquement chez les fournisseurs et sous-traitants. Il y a vraiment un intérêt pour les représentants du personnel d'une entreprise qui élabore un plan de vigilance à ce qu'elles prennent l'avis de représentants du personnel chez des sous-traitants clés ou chez des fournisseurs clés, par exemple des fournisseurs de batteries ou des fournisseurs de produits alimentaires. Je vais reprendre les 2 exemples que j'ai évoqués tout à l'heure, pour qu'eux-mêmes fassent part des risques principaux qu'ils voient sur la santé, sécurité, l'environnement ou des problèmes. Donc, il y a cet enjeu de concertation, pas seulement de la part de la direction, mais qui peut être aussi sollicité, encouragé, développé par les représentants du personnel dans le groupe qui publie. Voilà, c'est-à-dire qu'une participation des IRP ou des organisations syndicales à l'enrichissement de cette cartographie, par exemple. Exactement, à l'intérieur de l'entreprise, voire même, on a des cas qui nous ont été sollicités dans le secteur de l'aéronautique, là, des gens qui sont chez des sous-traitants de grands groupes de l'aéronautique et qui veulent faire remonter des risques à leur grand donneur d'ordre, pour que ça soit pris en compte dans le plan de vigilance du grand donneur d'ordre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une prise en compte par des parties prenantes externes qui s'invitent comme partie prenante formelle dans le débat sur la concertation du plan de vigilance et la cartographie des risques du donneur d'ordre. Très bien. Alors, du coup, une fois que, merci Olivier, du coup, quand on a cartographié les risques derrière, la brique qui suit dans l'élaboration d'un plan de vigilance, c'est la procédure d'évaluation. Parce qu'on a établi des risques, on a établi une liste, on les a ordonnés en fonction de leur importance. Mais derrière, on a besoin d'évaluer si l'entreprise, elle est confrontée, elle est exposée à ces risques. Ça passe donc par des procédures d'évaluation qui permettent d'évaluer l'exposition à ce risque chez les sous-traitants de l'entreprise, chez ses fournisseurs et aussi également et surtout même, je dirais, dans ses filiales. Enfin, surtout de la même façon dans ses filiales. Donc, ce sont des procédures qui, en général, sont peu détaillées dans les plans de vigilance. Dans tout ce qu'on a lu, elles sont très peu détaillées. Et les plans de vigilance renvoient souvent aux procédures d'achat. C'est-à-dire que ce sont les procédures d'évaluation, bien souvent aussi, des procédures et des outils qui sont au service des achats. C'est-à-dire que l'entreprise s'assure d'acheter en connaissance de cause, en tout cas d'acheter de la prestation ou de la sous-traitance à un prestataire qui lui permettra de s'exposer le moins possible aux risques qu'elle a identifiés. Ça renvoie un petit peu aussi, ça renvoie même complètement à la question, au point qu'on soulevait en introduction quand on vous faisait un bilan un petit peu de ce qu'on avait vu, c'est-à-dire l'entreprise va surtout être dans la gestion de la sous-traitance des risques auxquels elle est potentiellement exposée. Donc, elle va s'assurer qu'en ayant recours à tel ou tel prestataire, elle va réduire cette exposition au risque. Alors, c'est les procédures d'évaluation sur lesquelles sur lesquelles l'entreprise communique peu
et les représentants du personnel, a fortiori, sont très rarement, voire pour ainsi dire presque jamais, mis dans la boucle de ces procédures d'évaluation et surtout des retours sur évaluation qui sont faits. Parce que les procédures d'évaluation, forcément, elles génèrent un compte-rendu, un rapport d'audit ou d'évaluation qui est bien souvent confidentiel et qui n'est partagé avec personne et qui est du seul ressort des services des achats et de la direction de l'entreprise. Et c'est peut-être là qu'il y a aussi une place à prendre pour les organisations syndicales. C'est dans un premier temps d'abord, et les représentants du personnel, les IRP, c'est de connaître d'abord la nature et la façon dont sont menées ces procédures d'évaluation, s'assurer qu'on est bien sur un dispositif solide et crédible en termes d'évaluation, mais pas uniquement sur un reporting qui s'appuie sur un fichier, par exemple, qui serait rempli par un fournisseur sans aucun contrôle derrière de la véracité du contenu de la fiche. Donc, regardez les éléments qui entrent, les critères qui rentrent dans les critères d'évaluation également. Est-ce que des critères essentiels ou en tout cas importants aux yeux des représentants du personnel sont bien présents dans la fiche, enfin dans les critères d'évaluation menés à travers la procédure d'évaluation. Et puis l'accès, donc je le disais, au rapport d'évaluation aussi est important parce qu'il permet de mettre en lumière et de qualifier un peu mieux l'exposition au risque et la relation qui lie une entreprise avec ses sous-traitants notamment. Alors, certes, ce sont des rapports qui sont confidentiels, que les directions d'entreprise ont du mal à partager avec leurs représentants du personnel, mais l'expert des IRP, l'expert du CE, du CCE, du comité de groupe, du comité européen, qui est soumis à confidentialité, lui, pourrait y avoir accès. Donc, c'est une manière aussi de vous impliquer sur cette brique qui est la procédure d'évaluation. C'est potentiellement, si vous avez des difficultés à avancer par vous-même à travers l'IRP sur ce sujet, de mandater votre expert économique, celui auquel vous faites appel régulièrement, que ce soit Syndex ou un autre, hein, mais nous on le fera avec plaisir, de le mandater, de le missionner pour aller, de lui demander explicitement d'aller regarder ce qu'on retrouve d'aller regarder les rapports d'évaluation de quelques sous-traitants clés. Un petit mot aussi qu'a déjà évoqué Olivier, c'est que la procédure d'évaluation, comme la cartographie des risques et comme le plan de vigilance dans son ensemble, en fait, c'est aussi une opportunité de dialogue entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Et si les services des achats discutent avec leurs sous-traitants, si l'entreprise discute avec ses sous-traitants, rien n'empêche, et au contraire même, c'est une formidable opportunité pour les OS et pour les IRP, de pouvoir discuter au-delà des frontières de l'entreprise avec vos homologues chez votre sous-traitant. C'est toujours compliqué, on le sait, hein, une relation donneur d'ordre sous-traitant, ça rend aussi parfois les relations de type syndical compliquées, puisque les intérêts des uns ne sont pas forcément en ligne avec les intérêts de l'autre, mais pour le coup, avec les plans de vigilance et avec les obligations qui vont avec, de pair, on a là pour le coup un outil qui permet de structurer peut-être, de construire une relation au-delà des frontières de l'entreprise entre les IRP et les OS d'un donneur d'ordre avec ses sous-traitants et vice-versa. Parce que les IRP et les OS chez les sous-traitants sont aussi, on devrait s'intéresser à ces procédures d'évaluation qui potentiellement derrière pourraient disqualifier leur entreprise, la sortir du panel fournisseur du sous-traitant qui fait appel à elle. Donc un intérêt assez évident à regarder de plus près la façon dont sont menées ces procédures d'évaluation. Et alors, ces procédures d'évaluation, elles donnent lieu à des plans d'action. Enfin, qu'est-ce que c'est la suite? C'est ça, c'est l'autre brique que tu as présentée qui succède à celle-ci. C'est les actions d'atténuation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié les risques, une fois qu'on a dit, on a mis en place une procédure d'atténuation d'évaluation, pour voir si ces risques étaient présents ou pas chez mes fournisseurs, mes sous-traitants ou dans ma filiale. Et ben, il faut que je mette en place, l'entreprise doit mettre en place des actions d'atténuation, c'est-à-dire des actions qui permettent de réduire ou de prévenir les atteintes graves de l'entreprise auprès de ses sous-traitants. Donc, à l'aune de tout ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire des risques qui ont été évalués. Alors, ça implique quoi? Ça implique derrière que l'entreprise, si elle a identifié un risque chez un de ses sous-traitants, elle a une responsabilité, elle est impliquée dans la façon dont son sous-traitant va devoir ou va pouvoir
gérer ce risque. Parce que une fois le risque identifié, il y a deux solutions. Soit on le traite, et c'est l'objectif de cette troisième brique, hein, c'est soit on le traite, c'est-à-dire qu'on essaye d'atténuer le déclenchement de ce risque, et le donneur d'ordre a tout intérêt à assister son sous-traitant dans la gestion et dans les mesures d'atténuation qui lui permettront de gérer ce risque. Ou alors l'autre, plus radical, l'autre mesure d'atténuation, c'est de se séparer de ce sous-traitant. Donc quand on est donneur d'ordre, c'est une chose, mais quand on est un OS ou une IRP chez le sous-traitant, c'est toute autre chose que de perdre un de ses clients, et surtout il est prépondérant dans le carnet de commandes et dans le chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est pour ça que ce qu'on dit dans ce slide que vous avez sous les yeux, ce qu'on suggère, c'est une implication aussi sur cette brique-là des IRP sur la façon dont on va gérer les actions d'atténuation. Être force de proposition en la matière, c'est s'assurer justement que les options d'atténuation qui seront proposées par l'entreprise ne seront pas dans le registre radical que j'ai évoqué tout à l'heure, mais seront bien dans une co-construction, par exemple, de solutions. On a des exemples en tête qu'on a vu mis à l'œuvre hein, chez par des donneurs d'ordre chez les sous-traitants. C'est notamment un exemple que vous avez peut-être rencontré si vous êtes dans l'industrie, la façon dont gérer le temps de repos des chauffeurs des camions qui assurent la logistique des grands donneurs d'ordre dans l'industrie, par exemple. Alors peut-être que c'est votre cas, mais on a des IRP, des OS sur des sites industriels qui remontaient à leur entreprise la façon dont étaient traités les chauffeurs, qui dormaient sur des parkings, qui n'avaient pas accès à des sanitaires, qui n'avaient pas accès à des qualités de confort qui permettent de bien se reposer avant de reprendre la route, et qui avaient relevé ce point. C'était un fournisseur dont notamment le taux d'accident sur la route était potentiellement était assez élevé. Donc le donneur d'ordre, l'industriel, a mis en œuvre un plan pour essayer de réguler et puis d'agir et engager des mesures d'atténuation justement des risques que cela pouvait faire porter aux chauffeurs qui reprenaient la route avec le contenu de leur camion. Hein. Donc il y a un risque d'abord pour la vie des chauffeurs, mais il y a aussi un chargement qui pourrait potentiellement se perdre. A mis en place des structures pour accueillir ces chauffeurs, pour pouvoir leur permettre de se restaurer, de se reposer, de se laver et de pouvoir repartir ensuite une fois qu'ils avaient chargé leur camion dans de bonnes conditions. C'est un exemple basique, très simple, mais qui est très concret lorsqu'on parle de mesures d'atténuation, parce que pour le coup, c'en est une très, très facilement appropriable par des OS sur un site industriel, par exemple. Je ne sais pas si tu as d'autres exemples en tête. Si, bien sûr, mais sur les questions de sécurité, les organisations syndicales sont tout à fait habituées à tout ce qui concerne la sécurité des personnes qui travaillent. Tu parlais des accidents de la route, ça concerne les personnes qui travaillent. Ça concerne aussi les autres personnes qui sont sur la route et qui croisent ces camions. Hein. Donc, il peut y avoir aussi des questions de modalités de déchargement de produits toxiques, de modalités de stockage. Hein, on voit ça beaucoup dans la chimique aussi, de stockage qui peuvent s'avérer être des stockages à risque. La ville de Toulouse, on a fait la triste expérience il y a quelques années avec le cas d'Azéro. Donc, c'est vraiment ces questions d'atténuation, c'est quelque chose sur lequel les organisations syndicales elles ont vraiment leur mot à dire. C'est leur travail depuis longtemps de faire des propositions au travers des CHSCT. Et bien, même au cadre de dialogue social avec les CSE, il y a de la place pour amener des sujets de ce type et les articuler avec les collectivités. Oui, d'ailleurs, on pourrait même imaginer dans l'autre sens, de manière peut-être de CHST ou d'un CE, se saisir des risques identifiés dans le plan de vigilance d'une entreprise et regarder la façon dont chacun de ces risques, sur la branche, je dirais, santé, environnement, comment, sur chacun de ces risques, l'entreprise s'y prend localement sur le site où est implanté le CHSCT pour réduire l'impact de ces différents risques, s'ils existent sur place. Oui, normalement, l'avantage, c'est qu'ils doivent être documentés. Hein. Donc là, il peut y avoir une prise en compte par les systèmes de management de la RSE qui s'appuient sur les documents dans l'entreprise et dans les sociétés filiales, sous-traitantes ou fournisseurs, avec des échanges de documents qui sont bien encadrés par le droit français, mais beaucoup moins bien dans les échanges internationaux. Donc, ces systèmes-là, ils peuvent permettre de mieux documenter
de questions de risque quand on a des fournitures qui viennent de l'autre côté du monde. Alors, et si on repère un manquement à toutes ces obligations, qu'est-ce qu'on peut faire? Tac. Alors, justement, la porte d'entrée naturelle, hein, et d'ailleurs le législateur ne s'y est pas trompé en donnant une place explicite aux organisations syndicales implantées dans l'entreprise, c'est les systèmes d'alerte ou de recueil des signalements. Alors, recueil des signalements, c'est quand on interagit sur quelque chose qui n'est pas forcément trop grave ou pas urgent, et donc on rentre en dialogue avec la direction de la RSE, typiquement l'entreprise, ou la direction des achats, enfin, en tout cas en interne, par des procédures, alors que les alertes, on va être sur des choses plus graves ou plus urgentes, sur lesquelles il y a un déclenchement qui va souvent faire intervenir des parties prenantes supplémentaires rapidement dans les dispositifs. Alors, c'est le point d'entrée naturel pour révéler les dysfonctionnements, les points qui n'ont pas été bien encadrés ou bien évalués, ou alors des risques rares, mais qui malheureusement peuvent se produire, hein, comme un accident grave industriel ou quelque chose qui fait l'objet de controverses. Hein. On a des signalements sur des enjeux, il y a beaucoup de signalements sur du harcèlement sexuel, par exemple, hein, on en parle beaucoup cette année, et là, c'est des choses qui ne sont pas toujours bien documentées dans l'entreprise et qui peuvent arriver par ce type de dispositif. Alors, il y a justement dans beaucoup d'entreprises en France, il y avait déjà des dispositifs de gestion des alertes, et en particulier depuis l'année précédente, en décembre 2016, il y a eu la loi Sapin 2 hein, qui traitait de la transparence et en particulier de la lutte contre la corruption. Eh bien ça donnait l'obligation à énormément d'entreprises en France à mettre en place un système d'alerte actionnable par les employés. La loi sur le devoir de vigilance, elle va plus loin en termes d'exigence. Donc, elle couvre les trois thématiques dont on a parlé tout à l'heure. Donc, pas la corruption, mais les droits humains dans leur ensemble, la santé et la sécurité des personnes et le respect de l'environnement. Sur ces sujets-là, donc, eh bien, il faut établir aussi des systèmes d'alerte et de signalement. Ceux qui étaient adaptés à la corruption ne sont pas forcément sur ces thématiques-là, même ne sont pas du tout sur certaines questions environnementales qui se découvrent de l'extérieur de l'entreprise. Et en particulier, ils doivent être activables, ces systèmes, pas seulement par les employés, mais par toute partie prenante. Donc, évidemment, dans les filières d'approvisionnement, chez les fournisseurs sous-traitants dont les risques doivent être pris en compte par le plan de vigilance, mais même par toute personne qui estime, qui fait une observation sur une partie de l'entreprise, ça peut être une ONG externe, et qui va activer ces dispositifs. Alors, même si c'est activé d'extérieur, ça a un intérêt à être pris en compte dans le dialogue social. Hein, parce que les représentants du personnel, évidemment, ils sont, tout comme l'ensemble de l'entreprise, ils sont touchés par ces alertes, qui vont en fait mettre en évidence des points faibles de l'entreprise, des points faibles liés à son activité et des points qui peuvent remettre en cause l'organisation. Donc là-dessus, il y a vraiment un intérêt à la concertation sur plusieurs points. Alors là-dessus, la loi n'est pas très précise, mais on peut imaginer que, au-delà même du respect de l'esprit de la loi, eh bien, les procédures d'enregistrement des alertes et de recueil des signalements, la façon dont ils sont traités dans l'entreprise, qui est-ce qui traite de ça, qui est-ce qui prend contact avec le lanceur d'alerte, qui est-ce qui s'assure que le lanceur d'alerte est suffisamment confortable pour parler librement de ce qu'il a vu sans se mettre lui-même en danger de représailles. La question des lanceurs d'alerte, on sait bien que là-dessus, justement, avec la loi Sapin 2, il y a eu un statut des lanceurs d'alerte qui a été établi en France, mais il est encore très insuffisant en termes de protection. Les organisations syndicales, elles savent bien ce que c'est que la protection de certains salariés, elles ont des dispositifs légaux auxquels elles sont habituées, et elles peuvent articuler leur savoir-faire en la matière avec ces dispositifs d'alerte qui sont prévus dans les plans de vigilance. Donc là, il y a vraiment une ouverture très nette et un dialogue avec des acteurs qui, dans l'entreprise, les organisations syndicales implantées, ont du savoir-faire là-dessus, non seulement sur la prise en compte de la protection des lanceurs d'alerte, mais sur les procédures de suivi.
Hein, comment est-ce que ça va être suivi dans le temps? Est-ce qu'effectivement il y aura une réponse adaptée? Est-ce qu'il y aura une action corrective par rapport à des signalements qui seraient avérés justes par rapport à des problématiques réelles? Donc là-dessus, il y a notamment sur les questions, on peut s'inspirer des questions de harcèlement au travail, hein, qui sont bien connues des représentants du personnel. Sur ce type de procédure, on peut les transposer à d'autres types de risques, les adapter et proposer des mécanismes à l'intérieur de l'entreprise. Donc, même si ça a été oublié par les dirigeants, hein, cette concertation, malheureusement, on l'a vu, c'est bien souvent le cas, la concertation n'a souvent pas eu lieu jusqu'à présent, en tout cas, pour ce système-là. Eh bien, les représentants du personnel, les organisations syndicales importées peuvent s'inviter pour améliorer ça dans les années à venir, rendre les dispositifs plus ouverts à tous, mieux respecter l'esprit de la loi, et pour les représentants du personnel et les organisations syndicales qui veulent simplifier les dispositifs, eh bien, qu'ils proposent des mécanismes où il y aura une place pour eux. En fait, tu as un peu évoqué là, la question du suivi, parce que effectivement, hein, les 4 premières briques dont on vient de parler, elles constituent toute la partie action, je dirais, du plan de vigilance. La cinquième et dernière brique, c'est le suivi finalement de l'efficacité de ces plans. Donc, la loi prévoit qu'à partir de 2019, et c'est normal puisque la mise en œuvre des plans a lieu en 2018, mais qu'à partir de 2019, donc, l'entreprise devra publier tous les ans le compte-rendu de la mise en œuvre, du suivi de ce plan de vigilance et de son efficacité. Bon, alors, dans les plans qu'on a pu voir, effectivement, certaines entreprises, la plupart d'ailleurs, indiquent qu'elles mettront en place un suivi à partir de l'année 2019. Elles ouvrent d'ailleurs une porte à ce qui peut être une concertation autour de la façon dont ce suivi va être mis en œuvre et va être publié. On va y revenir après. Mais certaines, même s'il y en a peu pour l'instant, mentionnent un suivi qui s'articulerait avec les acteurs du dialogue social, les IRP, les organisations syndicales. Celles qui en revanche, elles sont bien dans une logique centralisée, c'est-à-dire qu'on fait un suivi à l'échelon le plus élevé de l'entreprise, ça peut être un comité de groupe, un comité mondial. Mais bon, surtout ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'instant, peu en parlent, hein, et que c'est assez rare d'en parler, et encore plus rare de dire qu'on va impliquer les OS, l'organisation syndicale et les IRP dans le suivi du plan de vigilance. Alors, bon, ben là, il y a une opportunité tout de suite hein, à s'impliquer sur la mise enfin, sur le futur suivi de l'efficacité des plans. C'est que finalement, le dispositif de suivi, le reporting et la façon dont va être suivi le plan de vigilance, c'est quelque chose qui est en train de se construire. Elles sont d'abord concentrées, les entreprises, sur la publication. Le suivi, c'est pour 2019. Donc, elles sont en train de définir l'outil qui va servir à établir ce suivi pour l'année 2019. Et donc là, il y a une opportunité à saisir, à s'intégrer directement et tout de suite dans ce processus d'élaboration du suivi du plan de vigilance. Ça permet de poser les pieds tout de suite dans ce qui sera ensuite une itération annuelle de l'entreprise autour du suivi de ce qu'elle a pu identifier, de ce qu'elle a mis en œuvre pour respecter ses obligations en termes de vigilance. On a, on a quelques exemples en tête. J'en avais un que je voulais partager ici. C'est le cas d'une entreprise très présente dans les centres d'appel, une grande entreprise de télécom qui a sous-traité, qui a recours à un sous-traitant en Amérique du Sud, en Colombie plus précisément, et qui est dans un pays donc où les droits syndicaux, notamment, sont très difficiles à mettre en place ou à faire respecter. Et le choix, d'ailleurs, de cette sous-traitance vers ce pays-là était peut-être pas sans relation, d'ailleurs, avec cette situation un peu particulière de l'exercice du droit syndical. Les organisations syndicales en France se sont rendues compte de ce biais, se sont rendues compte de ce problème. Il y avait véritablement une forme de harcèlement syndical et d'étouffement des velléités syndicales qu'il peut y avoir dans ce centre d'appel où les rythmes de travail sont quand même, les conditions de travail sont en général assez dures. Eh bien, les organisations syndicales en France, s'étant rendues compte de la situation, avaient décidé d'agir, avaient mis en œuvre, avaient obtenu la mise en œuvre d'actions de correction auprès de ce sous-traitant, une action d'atténuation quelque part d'un risque de type
respect des droits fondamentaux, des droits humains, avec l'exercice du droit syndical. Et donc, pour s'assurer que ce suivi, que les actions étaient bien mises en œuvre, qu'il n'y avait pas eu d'action de représailles auprès des principaux représentants syndicaux, en tout cas de ceux qui avaient la volonté de développer syndicalement une activité sur le site colombien, un processus de suivi avec implication des organisations syndicales qui a été mis en œuvre pour vérifier justement que ces moyens d'atténuation et que le résultat de ces moyens d'atténuation étaient bien en relation, en lien en tout cas avec ce qui était attendu d'une entreprise qui souhaitait agir de façon responsable. Donc le suivi, il avait ici son importance, c'était de s'assurer que le risque qu'on avait identifié, les mesures d'atténuation qu'on avait valorisées et qu'on avait demandé à mettre en œuvre étaient bien suivies des faits, d'où l'implication des organisations syndicales dans ce projet en particulier. Il y a quand même, faut le relever, certaines rares entreprises qui s'appuient sur des instances de dialogue social mondial pour assurer un suivi concerté d'un certain nombre d'indicateurs. Mais globalement, c'est quand même quelque chose, c'est quand même un domaine, le suivi de l'efficacité des mesures d'atténuation de ce type-là, qui est encore sous-investi, en tout cas sous-investi par l'action syndicale. Et là, il y a, il me semble, un sujet à saisir pour les IRP et les OS. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de plans de vigilance qui font référence à un suivi qui va être mis en œuvre avec des panels de parties prenantes. Ce sont souvent des panels de parties prenantes où se trouve la direction de l'entreprise, la direction du groupe, et des représentants de familles de parties prenantes externes. Et bien souvent, dans ces panels de parties prenantes, il n'y a pas de représentants du personnel. Hein. Alors, il y en a quelques-uns où il y en a. Mais il y a beaucoup de plans où on a vu ça allait s'appuyer sur un panel de parties prenantes externes. Là-dessus, une bonne solution, c'est de s'inviter dans ces panels de parties prenantes à l'intérieur de l'entreprise et de demander à en faire partie, ou si ce ne peut pas être le cas, mais bien que ce soit articulé avec le dialogue social. Oui, et un autre point aussi qui est important de soulever, c'est que s'il n'y a pas une espèce de contrôle qui peut être exercé sur la façon dont sur le suivi, en tout cas s'il n'y a pas une attention portée sur le suivi de l'efficacité du plan de vigilance par les IRP, par les OS, le risque c'est de se retrouver finalement avec des entreprises qui se contenteront juste de faire tous les ans en termes de suivi finalement une simple mise à jour de la cartographie des risques en fonction des changements de périmètre. C'est-à-dire, on n'est pas tellement dans l'esprit de ce qu'on aurait envisagé comme étant une mesure de suivi efficace. On est bien juste on suit l'évolution du périmètre, donc on fait évoluer la cartographie. Donc un suivi qui n'a de suivi que le nom finalement. Alors, on l'a évoqué un peu tout au long de notre prise de parole, mais finalement, quelles sont les bonnes instances pour mobiliser, pour s'impliquer sur tous ces sujets? Alors, effectivement, on l'a évoqué, en fait, toutes les instances sont bonnes à prendre. Celle qui vient plus naturellement à l'esprit, c'est celle qui va couvrir la plus grande partie du périmètre par elle-même. Typiquement, quand il y a un comité mondial, un des grands constructeurs automobiles français, heureusement, le suivi du plan de vigilance, il va être fait à ce niveau-là. Ça a été choisi comme ça par l'entreprise. Donc là, il y a toute légitimité à intervenir à ce niveau-là, mais pas seulement. Je dirais que toutes les parties prenantes sont légitimes à partir du moment où elles ont des risques à considérer dans leur activité, c'est-à-dire ça peut être dans une filiale, ça peut être même dans un simple établissement où le dialogue social peut avoir lieu. Au moins l'articulation avec le système d'agrément, il doit être fait à n'importe quel endroit de l'entreprise. Et il peut être intégré à plusieurs étages du dialogue social. Donc ça peut se faire dans les informations consultations annuelles obligatoires. Ça peut se faire aussi avec l'aide d'un expert, on y reviendra, pour décrypter certaines informations et apporter des propositions d'amélioration. Et puis, ça peut se faire dans les instruments. Il y a quelque chose qui n'est pas inscrit sur la diapositive ici, mais sur lequel on a déjà une expérience de suivi avec certains de nos interlocuteurs. C'est au travers des administrateurs qui ont un mandat par une organisation syndicale, ce qu'on appelle les administrateurs salariés, qui donc, eux, ont un poids directement dans la validation
du plan de vigilance au moment où il est intégré au rapport annuel de gestion, donc avant sa publication. Évidemment, c'est un moment où il y a un levier pour les organisations syndicales pour faire passer certains messages pour l'amélioration du plan de vigilance, si ce n'est pour l'année en cours, au moins pour celui qui sera intégré dans le rapport de gestion de l'année suivante. Et en tout cas, ça doit inciter les représentants du personnel à tous les niveaux à échanger entre eux, entre les niveaux, entre les représentations des différentes sociétés, que ce soit à l'intérieur du groupe, ou comme on l'a dit tout à l'heure, dans des interactions avec l'extérieur, en particulier dans ceux qui sont implantés dans des pays à risque, dans des zones à risque, dans des endroits où il y a des activités à risque, ou des produits à risque, où les représentants du personnel ont particulièrement des choses à dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Syndex par rapport à ça pour accompagner ce dialogue? On ne pouvait pas terminer cette présentation sans vous faire un petit topo de ce qu'on peut vous proposer comme accompagnement, parce que c'est notre métier. Donc d'abord, première chose, si vous voulez vous saisir, si vous voulez saisir le sujet, si vous voulez aussi expliquer, enfin faire comprendre à un plus grand nombre de vos collègues au sein de l'IRP dans lequel vous siégez ou dans votre OS, on a établi des modules de formation. Des modules de formation qui vous permettent, qui devraient vous permettre de pouvoir mieux comprendre et de mieux construire derrière une action syndicale autour du devoir de vigilance et des sujets de RSE d'une façon générale, hein, dans votre entreprise. Des modules de formation, vous nous contactez, on les adapte en plus en fonction de l'entreprise. En général, quand on vient faire la formation, nous, de notre côté, on s'est saisi du plan de vigilance et des documents de reporting qui ont été produits par l'entreprise, s'ils sont publics, si bien sûr elle a établi un plan de vigilance. Voire aussi concrètement rentrer assez vite dans le vif du sujet, au sujet sur les sujets qui vous touchent directement. Ce qu'on va établir aussi et ce qu'on peut faire comme travaux, comme prestation pour vous, c'est l'analyse des plans de vigilance de votre entreprise. Donc, c'est une analyse qui a tout à fait sa place dans la mission légale d'expertise que nous réalisons de façon annuelle dans votre entreprise, pour les CE, pour les CSE, hein, pour les CCE, pour les comités de groupe et les comités européens quand c'est prévu. Donc, à la fois, c'est un levier qu'on va investiguer, enfin, c'est un champ qu'on va investiguer dans le cadre des missions de type REPSAMEN, orientation stratégique, situation économique ou politique sociale et conditions de travail dans l'entreprise. Il faut l'expliciter, il suffit d'en parler à votre expert de Syndex. Lui, il saura comment s'en saisir et puis il ira sur une analyse donc, du plan de vigilance de votre entreprise. Si vous voulez savoir ce qu'il y a de celle des grands clients d'ailleurs. Hein. Ou celle de ses clients, bien sûr. Parce qu'on l'a dit, hein, l'intérêt de cette loi aussi, c'est de permettre une articulation au-delà des frontières de l'entreprise avec les sous-traitants et ou les fournisseurs et les donneurs d'ordre. Et puis enfin, en fonction de vos besoins, on est dans l'accompagnement de type conseil hein, auprès de vous. Si vous avez décidé de vous investir dans ce champ-là, si vous avez besoin d'être assisté pour par exemple, qu'on établisse une analyse de la cartographie des risques et donc qu'on vous aide à l'enrichir, à vous y impliquer. Pour la mise en place du suivi de système d'alerte aussi, on l'a déjà réalisé à de nombreuses reprises, hein, ce travail d'assistance, de conseil des OS dans ces champs-là. On a une expérience aussi qu'on peut partager avec vous. Et puis, d'une manière générale, sur les 5 briques, si vous avez la volonté, la velléité de développer une action syndicale à l'échelle de votre groupe, au-delà même de votre entreprise éventuellement, en vous saisissant des opportunités qu'on a évoquées dans ce webinaire, surtout n'hésitez pas à nous contacter dans un premier temps et puis on voit la meilleure façon de pouvoir travailler ensemble à la réalisation de votre objectif syndical. Voilà, je crois que. Alors, on a un temps de questions, même si je vois qu'il est déjà 12h56 et qu'on n'a plus beaucoup de temps, a priori, pour répondre aux questions. Prendre le temps de répondre aux questions. Je crois qu'il y en a eu pas mal. C'est tout petit pour mes yeux, donc j'arrive pas bien à les lire à la gauche. Mais on va prendre le temps de répondre. Je vais te la lire si tu veux. Donc, il y a Eva Durand, que j'ai vu plus haut, qui travaille dans l'agroalimentaire, qui demande, qui dit que son entreprise a indiqué qu'elle procéderait au suivi de son plan de vigilance avec un panel de parties prenantes. Le suivi, juste.
Mais les représentants du personnel ne sont pas au courant des travaux précis de ce panel de parties prenantes externes. Donc, ce sont des parties prenantes externes d'abord, sans implication. Un panel de parties prenantes sans représentant syndicaux. Donc, quelle légitimité a ce dispositif? Alors, je vais commencer à y répondre en fait sans avoir vu la question tout à l'heure. Bon, effectivement, c'est des dispositifs qui sont fréquents dans les grandes entreprises. Hein. Les grandes entreprises qui ont un système de management de la RSE, bien souvent, elles ont instauré des modalités de dialogue avec des parties prenantes externes. Et c'est quelque chose qui est positif, hein, qui leur apporte un regard complémentaire sur leur activité, un autre regard que celui des dirigeants et celui des employés. Donc, ça peut être une bonne façon de challenger un plan de vigilance, de proposer aux des parties prenantes externes. Si vous voulez vous associer à ces travaux, eh bien, la légitimité, elle se construit en RSE par le fait qu'on se déclare partie prenante. Eh bien, il suffit de le déclarer formellement, et nous, on vous encourage fortement à pas le faire uniquement par oral. Si vous le faites par oral lors d'une réunion avec votre direction des ressources humaines, sans doute qu'elle va vous répondre positivement par oral. Mais ce n'est pas sûr que ce sera produit des faits parce que c'est des mécanismes qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Ils ne sont souvent pas décidés par les seules ressources humaines. Hein. C'est une concertation qui doit avoir lieu dans des comités ad hoc de la direction, soit la direction stratégique, souvent la direction RSE. Et donc, vous avez intérêt à faire votre demande de participation à ces instances-là, non seulement par oral, mais aussi par écrit. Et donc, d'adresser cet écrit aux ressources humaines, qui sont vos relations sociales, qui sont vos interlocuteurs habituels, mais pas seulement. Mettre en copie la direction de la RSE, c'est un minimum, et probablement aussi la direction générale de l'entreprise. Souvent, dans ces panels de parties prenantes externes, la direction générale de l'entreprise, et souvent le PDG lui-même, sont impliqués directement, au moins à une des réunions par an au niveau global dans les groupes. Donc, ils seront attentifs à vos demandes. Peut-être n'accepteront-ils pas de vous intégrer au panel des parties prenantes de façon générale pour tous les sujets, pour toutes les thématiques, mais au moins sur la discussion sur le plan de vigilance, c'est difficile de vous refuser puisque la loi a prévu cette concertation avec vous. Donc au moins qu'il y ait des échanges entre ce panel des parties prenantes, les représentants du personnel, les OS implantés. Ça paraît difficilement contournable au regard de la façon dont est écrite la loi. Donc, vous avez toute légitimité pour intervenir au moins sur les systèmes d'alerte et de signalement auprès de ces instances, puisque vous êtes supposé à les avoir co-établis avec votre direction, ces systèmes-là. Hein, alors, justement, j'espère que ça répond à votre question, Eva. Justement, j'ai deux questions qu'on avait reçues par mail à la suite du webinaire qui a été annulé, qui a été décalé l'année dernière. Il y en a qui sont un peu en relation avec ce que tu viens de dire. La première, c'était est-ce que les plans de vigilance doivent être systématiquement mis à l'ordre du jour d'une réunion annuelle des IRT? Et un peu en relation, j'ai envie de dire, comment savoir si mon entreprise a travaillé sur un plan de vigilance puisque celle-ci n'a pas encore publié le plan? Alors, on est dans deux cas qui vont se poser assez fréquemment. Est-ce que c'est obligatoirement à l'ordre du jour des instances? Non, malheureusement non. Hein. Cette loi sur le devoir de vigilance, elle a été transposée dans le seul code de commerce. On m'a dit qu'il y a un problème de son. Alors, je ne sais pas, c'est quand que ça a commencé ce problème de son. Non, on peut continuer? Bon, alors, c'est pas une censure, c'est juste un problème technique. La deuxième question, c'était comment savoir si… Alors, oui, l'entreprise n'a pas publié de plan de vigilance, oui. Et comment savoir si elle a travaillé dessus? Ben, il faut poser la question. De la même façon, il faut poser la question, et il est possible, dans le même esprit de ce que j'ai dit tout à l'heure, que la direction des ressources humaines ne soit pas au courant du travail sur le plan de vigilance, ou soit au courant. Donc, dans ce cas, eh bien, il faut essayer de demander une intervention dans les instances de dialogue social des gens qui ont élaboré la rédaction de ce plan de vigilance. Il va y avoir au moins la direction de la RSE, souvent la direction stratégique, souvent la direction juridique, hein, puisque, comme on l'a vu dans le précédent webinaire, il y a des risques juridiques pour l'entreprise si c'est mal rédigé, ce document. Donc, les parties prenantes qui ont participé à leur élaboration peuvent être invitées à en discuter dans une réunion formelle de dialogue social. Et pour que vous soyez bien préparé à ça, vous pouvez demander à avoir l'aide d'un expert en amont pour décrypter ces documents.
et y avoir accès avant les réunions de dialogue social où il va en être question, puisque des experts comme Syndex, eh bien, nous, on a les mêmes droits qu'un commissaire aux comptes. Donc, on peut poser les questions aux différentes directions de votre groupe. Même si vous travaillez dans une filiale, on peut poser ces directions-là au niveau du siège central de l'entreprise pour savoir comment est élaboré le plan de vigilance, quels sont les risques qui sont intégrés à ce plan, quels sont les plans d'évaluation, les plans d'atténuation, qui ne sont pas toujours décrits dans les documents publics. Hein. Évidemment, vous avez accès à la synthèse qui est publique, mais en fait, les procédures de vigilance sont beaucoup plus étendues que cette synthèse. Hein. On ne l'a pas dit, on aurait peut-être dû le dire un peu plus tôt. Les synthèses qui sont publiées aujourd'hui, elles font typiquement entre 2 et 10 pages. Hein. Donc, c'est quelques pages de synthèse qui donnent à voir, hein, qui donnent déjà pas mal d'éléments. Mais les documents qui ont servi à préparer cette synthèse, ils sont très nombreux. Souvent, c'est plusieurs centaines de pages qui correspondent à des plans de vigilance, parfois dans différentes business units, hein, donc différentes activités d'entreprise qui sont implantées éventuellement dans différentes régions du monde. Donc, ces documents-là, un expert comme Syndex peut y avoir accès. À partir du moment où on sait que ça existe, on ne peut pas nous refuser de nous le présenter. Et donc, nous, on peut l'étudier en respectant la confidentialité, c'est-à-dire qu'on ne vous le livrera pas au dialogue social dans l'état brut dans lequel les documents existent, mais on peut en tirer des enseignements et vous aider à poser des questions et à vous positionner pour proposer des choses d'amélioration de ces dispositifs qu'on aura examinés. Bien, merci. Je crois qu'on va devoir arrêter là. Donc surtout, merci à vous. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez encore des questions, vous en aurez forcément à la suite de ce webinaire. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Vous pouvez passer par voilà, l'adresse email qui s'affiche actuellement sur votre écran. Nous vous invitons aussi à vous rendre sur notre site internet syndic.fr. Vous pouvez y retrouver toutes nos analyses, nos études. Les dates de nos prochains événements, les matinées et débats qu'on organise régulièrement un peu partout dans toute la France et qui sont ouvertes à toutes et à tous. Et puis sur les réseaux sociaux également, sur Facebook, LinkedIn, Twitter. Syndex est présente sur tous ces médias. On vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine et puis on se dit à bientôt. Salut Olivier. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.